Bonjour, bonjour, et j'espère que ça va pour vous, moi ça va plutôt pas mal. On va faire une chose n'est pas coutume, on va commencer par le jeu vidéo aujourd'hui parce qu'il n'y a pas grand chose. Il y a Cuphead qui est sorti cette semaine, mais moi je l'ai pas, j'ai pas craqué vu que j'avais déjà la version Xbox One, je crois, et j'avais pas pris le DLC parce que 30 balles pour le jeu avec le DLC. Alors je sais pas, il y a peut-être le DLC qui est vendu à part, mais j'étais limite à acheter le jeu sur PS4 pour jouer sur PS5 et là il demandait 30 balles. Donc, j'ai dit non. Par contre, j'ai fini The Quarry. Quelle déception, mon dieu! D'où Jésus, qu'est-ce que c'était peu bon. En fait, il y a un mode cinéma, je vous avais expliqué dans une vidéo, bah, c'est clairement ce que j'ai vécu. Alors, c'est le principe du jeu, c'est-à-dire on suit un film interactif où on choisit parfois euh, un chemin, en fait. Hein. On choisit une interaction entre certains personnages et ça va changer un petit peu le déroulé de l'histoire. Et c'est par les mecs qui ont créé Until Dawn que j'avais beaucoup aimé avec Margot. Et franchement, j'ai beaucoup plus joué à Until Dawn, manipulé les personnages que dans The Quarry, que j'ai fini en 8 heures de jeu, et j'ai vraiment eu l'impression de ne faire que des choix à droite, à gauche, et c'est tout. Et de regarder un film interactif. D'autant que le scénario n'est pas complètement fou, on avait deviné dès le départ ce qui s'était passé avec Margot, alors que c'était pas le cas dans Until Dawn. Vraiment, je suis déçu. Alors, il y a effectivement des acteurs connus qui apparaissent dedans, donc ça c'est plutôt sympa à voir, mais même techniquement, il y a des effets d'eau sont dégueulasses. Les effets de cheveux, c'est parfois un peu bancal, mais sinon ça passe. Sinon, pour les visages, tout ça, c'est plutôt beau. Mais ouais, je suis déçu. Alors, du coup, je voulais le revendre, et ben il est déjà revendu. Il est revendu. Mon pote Yann veut me le reprendre, donc bah ok, très bien. Je lui fais un bon prix. La semaine prochaine sur le PS Plus, il y a un autre jeu de Supermassive Game qui arrive. Ce sera l'occasion de le faire aussi avec Margot. J'espère qu'il y aura quand même plus de possibilités d'interaction que sur The Quarry où là c'est vraiment un mauvais film de série B malheureusement. Bon, sinon parlons un petit peu de manga. Alors en manga, cette semaine, j'ai acheté Shigaime, voilà, qui est là. Le troisième tome, ce sera sur 5 tomes il me semble. Toujours cette histoire de vampires avec leurs familiers qui se combattent, c'est plutôt sympa. Il y a un moment, ça tombe un peu dans le combat shonen un peu classique, mais tout en restant un seinen. Et vraiment, je trouve ça cool. Vous voyez cette couverture qui brille. Margot me disait, c'est écrit édition limitée. Pourquoi c'est écrit édition limitée? C'est écrit édition limitée, je le vois plus. En fait, c'est parce que le premier tirage chez Mangetsu, c'est aussi le cas de. Bah, c'est celui-là, c'est écrit édition limitée. De Coq de Baston Rooster Fighter numéro 2, ça brille. Les premiers tirages sont en couverture qui brille. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, Shigame, j'aime beaucoup. Rooster Fighter, c'est excellent. Vraiment, je vous le recommande fortement. Je vous ai parlé d'Hentai Kamen la semaine dernière. Dans le mode What the fuck, il y a Hentai Kamen et il y a Rooster Fighter qui sont pour moi les deux mamelles du What the fuck du manga actuellement en France. Parce que Hentai Kamen, ça date quand même d'il y a une paire d'années. C'est hyper bien. Margot l'a lu, elle a trouvé ça vraiment cool. Elle adore le poussin qui est là. Vraiment, c'est bien. Hein. C'est un poulet contre des kaiju. Euh, et le trait, il est vraiment classe, quoi. Voilà. Je pense que là, je vous l'ai bien vendu. Pareil, ce sera pas une longue série, donc franchement, vous faites pas un gros investissement en craquant dedans, mais vous allez passer un vrai bon moment. Toujours chez Mangetsu, il y a Kaiji numéro 7 qui arrive. C'est toujours du Tetsuhara. Tetsuhara, je crois que vous l'avez déjà dit, mais Okuto no Ken ressort dans une édition spéciale à la rentrée. Mais ce ne sera pas chez Mangetsu, ce sera chez. C'était Kiun qui avait les droits, je crois. Ou Pika, je sais plus. Bref, je reprendrai l'édition de Okuto no Ken vu que je n'ai plus le Okuto no Ken et je suis ravi de pouvoir, en attendant d'avoir Okuto no Ken, pouvoir relire Keiji et Soten no Ken. Mashal aussi, sorti cette semaine. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, mais bah, c'est toujours aussi cool. Alors ça se termine bientôt au Japon, j'ai vu. En ce moment, au Japon, le Shonen Jump, c'est dur. Hein. Il y a plein de trucs qui vont s'arrêter et on voit pas vraiment de remplaçant. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que Mie no Roboko arrive en France, en VF. Ça serait plutôt cool. Là, il y a une annonce pour Blue Box. Bon, sans plus. Sakamoto Day, c'était sans plus. Là, en ce moment, pour le renouvellement des séries sur le Jump, bon, la semaine prochaine, ou dans 15 jours, ouais, dans 15 jours c'est Japan Expo, donc il y aura des grosses sorties à ce moment-là, du Dragon Ball Super qui vont ressortir. Bref, il y aura des trucs et sans doute des annonces plutôt sympathiques au niveau des éditeurs. On verra à ce moment-là. Je ne sais pas encore si je serai à Japan Expo, des gens m'ont posé la question. J'en sais rien. Japan Expo pour moi c'est un peu la foire. C'est. Je vais pas me faire des amis, mais c'est un peu la foire aux faux fans.
En fait, quand on s'est rendu au Japon, comme c'est mon cas, j'ai eu la chance d'aller au Japon, on se rend compte que Japan Expo, c'est vraiment une vitrine artificielle de ce qu'on peut connaître au Japon. Mais c'est plutôt sympa pour rencontrer et retrouver des gens que je connais. Je sais que mon pote Alric aura un stand là-bas, donc ce sera l'occasion de le voir. En tout cas, moi, si je m'y rends, ça sera le vendredi parce que en tant que libraire, on a une invitation pour y aller, mais je ne sais pas encore si je pourrais me libérer pour y aller. Donc, on verra, hein. Sinon, ça c'était pour le manga cette semaine. Alors j'ai lu 2-3 autres trucs, mais qui m'ont pas vraiment marqué. Sinon, au niveau comics, je suis en train de lire Dark Ages. J'avais vu que mon camarade, Rubrique de G, avait trouvé ça très très mauvais. Bah, j'en suis à la moitié, et pour l'instant, je trouve ça pas mal. C'est du Tom Taylor. On sent que Marvel a voulu son propre Elseworld. Ils insistent bien sur le côté Elseworld. Ils expliquent bien aussi, Panini explique bien au début, que Tom Taylor est devenu le spécialiste des univers dystopiques. Des univers parallèles où il peut arriver tout et n'importe quoi à n'importe qui. Donc c'est un univers où il n'y a plus d'électricité, où un grand méchant va apparaître avec ses cavaliers. Voilà, ça vous donne un indice. Et bah, pour l'instant, je trouve ça pas mal. Alors, au niveau du trait, c'est du Iban Coelho, c'est sympa. C'est pas non plus complètement foufou, mais c'est sympa. Et non, moi j'aime bien les univers comme ça, un peu différents, voir un petit peu ce qui va se dérouler, les différences qu'il y a avec l'univers classique. Cette sorte de what if en fait. Donc il y a 4 couvertures variantes. Pour l'instant, j'ai opté sur celle de Iron Man. Il y en a une avec Spider-Man. En fait, les couvertures variantes, vous les retrouvez en petit là à la fin. Ça, c'est celle de Spider-Man. Ça, c'est celle de Venom, celle que je trouve la plus moche. Ça, c'est celle de Iron Man que vous venez de voir. Et la couverture classique, je sais pas si on la voit là. Il y avait d'autres couvertures qui étaient plutôt sympas, mais bon, la couverture classique, c'est celle qu'on voit là en rangée, là, à l'ouverture des chapitres. Ouais, moi, pour l'instant, je suis plutôt intrigué, et je pense que je passerai peut-être à la caisse, parce que le trade paperback US ne sort que fin août, que là, c'est déjà disponible en français. Au niveau de la traduction, il y a quand même 2-3 bricoles qui m'ont fait lever un sourcil. 20,99 €, c'est quand même pas donné, mais bon, à voir. À voir, à voir. Sinon, cette semaine, j'ai lu Something is Killing the Children et House of Slaughter, la loge du massacre en français. Je trouve que la traduction est plutôt bien trouvée. Alors, House of Slaughter, j'ai pas aimé. C'est le spin-off. J'ai pas aimé. Je trouvais que c'était complètement forcé en fait. Je voyais pas trop ce que ça apportait non plus à l'histoire principale. Par contre, le tome 4 de Something is Killing the Children, c'est l'origin story du personnage principal de Something is Killing the Children, tome 1 à 3. Et bah, j'ai trouvé ça bien, en fait. Il y a une sorte de cohérence, en fait, sur l'univers. On comprend mieux la différence entre les différents masques. L'initiation, c'est Erika, je sais plus. Ouais, Erika Slaughter. D'où elle vient, comment elle est tombée dans la loge du massacre. Bah, j'ai trouvé que ce volume était cool. Donc, House of Slaughter, le spin-off, qui est à 10 €, il est pas très cher. Moi, je le mets de côté, mais celui-ci, par contre, ouais, c'est bon pour moi. Je suis passé chez Astro City aujourd'hui même, j'enregistre le vendredi, pour aller chercher New Fantastic Four, mais je pense que je vous en ferai une vidéo une fois que je l'aurai lu, vous parler un petit peu des New Fantastic Four de l'époque, parce que j'ai à peu près tout, je crois, tout à voir ce qui s'est fait sur New Fantastic Four dans un Epic Collection, et dans un numéro à part qui faisait hommage à Mike Wieringo. Je suis plutôt content. La couverture, elle est de Nick Bradshaw, qui est donc le meilleur clone de Arthur Adams que je puisse connaître. Vous allez me dire, tiens, il y a deux choses. Oui, c'est normal. Il faut connaître les Fantastic Four pour comprendre. Donc, c'est les Fantastic Four, mais remplacés par d'autres personnages. Donc, là, dans les Camps Fantastiques, maintenant, il y a Wolverine, Serval pour les plus anciens, ou le Glouton, Spider-Man, Mr. Fix-It, donc Hulk gris, et Ghost Rider. Le Ghost Rider, c'est Danny Ketch? Non, c'est Johnny Blaze, celui-là. Je sais plus lequel des deux c'est. Faudrait que je revérifie, tiens. Mais j'avais bien aimé moi à l'époque, et du coup, là, je me suis encore fait avoir comme un gros pigeon. C'est quand même 5 $ le bazar, c'est pas plus gros qu'un comics normal. 5 $, mais bon. Je pense que ça fera 4 ou 5 numéros, on n'en parlera plus, mais c'est du Peter David en plus au scénario, donc ça me plaît. Le 5e numéro de Silver Surfer Rebirth est là, une série que j'ai bien aimée pour son côté complètement nostalgique, avec un Ron Lim en très bonne forme, Ron Mars au scénario, Ron Lim en très bonne forme au dessin. Ron Lim qui devient un peu
l'homme à tout faire chez Marvel, hein, parce qu'on va le retrouver également sur, j'ai vu la pub passer, c'est pas là non que j'ai vu la pub passer. Alors ce qui est bien, c'est de voir les pubs Marvel actuelles qui ont un peu de décalage. Il y a une pub pour Moon Knight. La déception Moon Knight. Tiens, Miss Marvel, ça reste toujours aussi bien, hein. Enfin, moi, pour l'instant, j'adhère vraiment à la série Miss Marvel. C'est vraiment cool. Et il y a, si je peux vous conseiller une série aussi, il y a Only Murders in the Building saison 2 qui vient d'arriver. Et là, toutes les séries Daredevil, Punisher, Defenders viennent d'arriver sur Disney+. Les séries qui étaient avant sur, voilà, c'est là. Avant sur Netflix, maintenant sur Disney+. Donc vous allez pouvoir vous refaire les 3 saisons de Daredevil. Là, je crois qu'il y a eu 2 saisons sur Punisher, etc., etc. Donc je vous disais, Ron Lim, ça devient l'homme à tout faire. Effectivement, il est aussi prévu sur une mini-série Thor, Lightning and Lament. Ralph Macchio au scénario, Todd Knock au dessin. Moi j'aime bien Todd Knock. Et la couverture, les couvertures de Ron Lim. Donc Ron Lim en ce moment... Quand ils savent pas quoi faire sur une couverture, une variante ou sur un dessin et on a besoin d'un fill-in, Marvel appelle Ron Lim. J'ai reçu cette semaine, après quelques mésaventures, Amazing Spider-Man Beyond numéro 4, le dernier numéro de Beyond avant la relance de Spider-Man et le retour de Peter. Alors pourquoi j'ai eu des mésaventures avec? C'est-à-dire que je l'ai commandé sur BookCTC, je l'ai pas reçu. Alors qu'il était parti, donc au bout de 3 semaines, un mois, je leur ai envoyé un message, ils m'ont dit oui, ben, à mon avis il est perdu, on vous en renvoie un. Prévenez-nous quand ça revient, et prévenez-nous au cas où l'autre arrive également. Donc je l'ai bien reçu cette fois. Faut que je lise, faut que je m'attarde dessus. En même temps, j'ai reçu Avengers Forever, voilà, qui débarque là, je crois, ce mois-ci dans Marvel Comics, vous savez, le fameux fascicule fourre-tout de chez Panini. Au dessin, c'est Aaron Kuder, mais pas que. Il y a du Jim Tow. Jim Tow, moi je le connaissais, je l'ai découvert sur. Je crois qu'il a été découvert, son premier travail, ça doit être là-dessus. Sur la dernière série Youngblood. En date, j'ai envie de vous faire une vidéo sur Youngblood, sur ce que j'ai en Youngblood. Mais il faudrait que je la prépare. Donc c'est Avengers Forever dans le multivers, les Avengers dans le multivers. Ça a l'air plutôt sympa. J'ai craqué pour Lock and Key l'âge d'or. Je pensais le recevoir, en fait. Je reçois parfois des iComics pour le magasin en SP, en service presse. Je l'ai pas reçu, donc j'ai attendu. Je me dis à un moment, je me suis dit, ouais, bon, je vais l'acheter, c'est bon. Je suis plus à ça près, donc je l'ai pris, Lock and Key. Du coup, je l'ai pas encore lu, et c'est pour ça que j'en avais pas encore parlé sur la chaîne. Mais a priori, ça a plutôt bonne presse. C'est du Joe Hill, Gabriel Rodriguez au scénario, au dessin, avec le crossover avec Sandman. Là, il est sur la pile à lire. Franchement, il faut que je trouve le temps de le lire. Et sinon, normalement, alors moi je l'ai déjà, mais bon, normalement, cette semaine, ça a été confirmé par Excalibur Comics, par d'autres libraires. Et moi, j'ai vu que normalement, ça tombait. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un changement de dernière minute. Ça tombait vraiment la semaine prochaine. L'omnibus de She-Hulk, voilà. Donc là, j'ai en version originale où vous retrouverez donc. Je vais y arriver. Sensationnel She-Hulk 1 à 8, 31 à 46, 48 à 50 et quelques extraits de Marvel Comics présente 18. Par contre, ce que vous avez là-dedans et que vous n'aurez pas dans la version française, c'est le Marvel Graphic Novel de 18 de 1982, le premier qui est là, qui était un peu le prologue de la série She-Hulk, mais qui n'est pas obligatoire pour bien comprendre la série She-Hulk, hein, on n'a pas besoin de le lire, c'est juste qu'en tant que complétiste, franchement ça fait chier que Panini ne l'ait pas claqué dans la version française de cet omnibus. Un omnibus qui était vendu quand même 125 $ aux États-Unis, que j'ai réussi à toucher moins cher, je vous rassure, et qui sera vendu, je crois, 70 ou 80 €, j'ai plus le prix en tête. Donc dès la semaine prochaine, encore une fois, je vais vous inviter à craquer pour cet omnibus. Si vous voulez lire du bon She-Hulk, c'est vraiment là-dedans que ça se passe, avec le 4e mur qui est cassé, avec un John Byrne qui est au meilleur de sa forme. C'est hyper drôle, c'est hyper sexy. Hop, je vous montre juste une page comme ça, voilà, qui est complètement intrigante et qui est vraiment très très vendeuse. Je vous recommande Sensationnel She-Hulk, ça sort la semaine prochaine en omnibus. J'espère avoir les quantités que j'avais commandées à la base, on verra, parce que c'est vrai que là il y a beaucoup d'omnibus qui sont reportés. L'omnibus qu'on a reçu cette semaine c'était The Boys, numéro 1, il y aura un numéro 2, alors c'est quand même assez cher. Nous au boulot on est en train de finaliser le déménagement au rayon BD. Si vous passez là où je travaille, vous verrez que le comics a gagné de la place. Et j'en suis pas peu fier, mine de rien, parce que quand on a ouvert le magasin, le comics c'était 2 mètres linéaires. Là maintenant on est sur du
5, 6, 7, 8 mètres linéaires, une gondole et un totem. Donc en fait, on va dire qu'on a fait x5. x5 voire x6 selon parfois on rajoute des box et tout. Par rapport au tout début du comics dans la librairie où j'officie. Alors effectivement, ça s'était agrandi au fur et à mesure. Et moi, depuis que j'ai repris le truc, j'ai quand même réussi à gratter un peu encore de la place. Et ça, c'est cool. Le rayon, il est beaucoup plus aéré, il est beaucoup plus cool. Je peux vraiment mettre plus de trucs en avant. Ça me fait plaisir de travailler dans ces conditions-là. Maintenant, est-ce que je ferai libraire toute ma vie? J'en sais rien. Parce que libraire, si vous voulez devenir libraire, sachez que c'est un métier qui est payé à la passion. On gagne rien du tout en étant libraire. En gros, vous faites un SMIC, une fois de temps en temps, il y a une prime qui tombe. Quand on a de la chance, on a effectivement des remises en magasin selon les enseignes, c'est pas le cas de tout le monde. On a des services presse, ça c'est cool. Et on n'a pas trop à se plaindre par rapport à d'autres métiers, c'est sûr. Mais quand on voit tout ce qu'on fait et que le magasin est toujours en progression au niveau du chiffre et qu'on sait que c'est grâce à nous, que c'est pas grâce aux gens qui sont au-dessus de nous, qui malheureusement font parfois des choix curieux, voilà, qu'on n'arrive pas à s'expliquer quand on reçoit des quantités astronomiques d'un titre qu'on vend à 6 exemplaires par an et qu'on en reçoit genre 50 d'un coup, on se dit qu'il y a un problème dans la mécanique. Et heureusement qu'on a la maîtrise sur les commandes avec les représentants qui viennent au magasin. Mais parfois on a un coup de barre, parfois on a les pattes qui sont coupées quand on voit notre fiche de paye. C'était le cas ce mois-ci. On verra ce que ça va donner le mois prochain. Et vraiment c'est un métier que je trouve passionnant à faire. On fait des rencontres formidables. Mais c'est pas un métier où vous allez vraiment bien gagner votre vie. Et c'est vraiment ça qui est malheureux parce qu'on n'est pas payé à la hauteur pas de notre valeur, parce que ça serait ça serait avoir un melon comme ça, et vous savez que c'est pas mon cas, mais on aimerait bien être payé un peu plus par rapport à ce qu'on rapporte à l'entreprise, quoi. On se dit que peut-être que les gens se disent ouais, enfin un métier de libraire, on reçoit 25 CV par mois, ils sont facilement remplaçables. Ouais, à côté, on va croire que là je fais un appel du pied à ma direction. Pas du tout. J'ai besoin de le sortir de mon système. On en fait toujours plus. Moi, je me suis vachement investi sur Instagram avec d'autres collègues pour le magasin. Je m'investis également sur des sortes de podcasts. Mais franchement, je me demande si je vais pas arrêter parce que ça me rapporte pas grand chose de plus. Et surtout quand on apprend que chez des concurrents qui font également des podcasts, eux, ils ont une prime pour ça. Ils sont payés en plus. Donc nous, on en fait plus pour la même chose. Au final, qu'est-ce que ça nous rapporte à part même pas un merci parfois une fois de temps en temps, quand on voit ce qui se passe au niveau de la direction produit et quand on voit ce qu'eux se permettent de faire pendant leurs heures de travail. Voilà. Sur ce, excellente journée, excellente lecture. On se retrouve mardi. On verra bien de quoi je vais parler. Peut-être de Dark Age. On verra la semaine prochaine. Excellente journée et à bientôt. Ciao.